souhaite la bienvenue à l'ensemble des élèves et des parents d'élèves, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont joints à nous sur le plateau de cette table ronde. Je souhaite également la bienvenue à l'ensemble des intervenants, que je remercie de nous avoir honorés de leur présence. L'objectif de cette table ronde, intitulée « Le numérique pour un enseignement hyper moderne de la santé » est de permettre à nos futurs bacheliers, ainsi qu'à leurs parents, d'avoir un aperçu plus éclairé sur les filières post-bac disponibles chez nous au Maroc et d'aider dans une certaine mesure nos élèves à faire un choix d'orientation pour un avenir professionnel. Nous serons guidés dans ce débat d'aujourd'hui par des professionnels que j'ai le plaisir de vous présenter. Professeur Amin Khadija, professeur Benamou, professeur Benani Azmani, professeur Abdel Chaki. Alors, l'originalité des JVE 2014 concernant le sujet de cette table ronde est donc le paradigme du numérique et la santé et l'introduction des MOOC dans l'enseignement supérieur. Alors, depuis plus d'un an, le monde de l'éducation est en émoi. Les MOOC, ce qu'on appelle les Massive Open Online Cours, a fait irruption dans l'enseignement supérieur. Ils peuvent attirer des dizaines de milliers d'étudiants de tous les niveaux. Les thèmes qui seront abordés dans cette quatrième table ronde sont les suivants. Le paradigme du numérique et la santé, diversification et spécialisation, les formations aux métiers de la santé, les profils et pour les études de la santé. Ensuite, nous passerons aux questions ouvertes. Je laisse la parole au professeur Benamou qui va nous développer cette première partie. Merci beaucoup. Alors, en effet, je suis professeur de chirurgie cardiovasculaire à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et donc, je suis, par ailleurs, je dirige depuis maintenant une dizaine d'années les développements de l'enseignement numérique des sciences de la santé et du sport à l'intérieur d'un ensemble qui regroupe toutes les facultés de médecine de France, leur totalité, les facultés de pharmacie, d'odontologie, chers collègues odontologues à côté, et les sciences du sport. Alors, évidemment, pourquoi? Parce que pour permettre une amélioration de l'accès pour tous aux meilleures ressources d'enseignement de ces disciplines qui sont quand même très complexes, qui sont nombreuses, il faut que les efforts de production de ressources numériques soient partagés de manière collaborative par toutes les facultés de médecine de France et de plus en plus en collaboration avec les facultés de médecine francophones des pays amis comme le Maroc, la Tunisie, mais également les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Et donc on a avec l'université numérique des sciences de la santé et du sport, pour vous qui serez peut-être un jour des étudiants dans vos facultés de médecine ici, eh bien c'est un formidable accès ouvert et gratuit. Oui, pardon. Donc, comme vous voyez, la technologie, c'est pas magique. Il faut parfois un tout petit peu de savoir-faire. Merci aux techniciens. Je vous disais que l'essentiel maintenant, c'est d'avoir, pour tous les étudiants francophones, et donc les étudiants marocains en médecine pourront bénéficier des ressources numériques mises en place dans ces ensembles universitaires internationaux, mais francophones, et en grande partie alimentés par
les collègues des facultés de médecine de France, mais de plus en plus par moi j'ai une très très bonne collaboration avec la faculté de médecine de Marrakech sur un programme d'enseignement des pathologies de la mère et de l'enfant avec le doyen Yazidi. On a travaillé depuis de nombreuses années donc ensemble et on continue d'avancer. Et avec lui, par exemple, pour ces pathologies, on enseigne aussi bien des étudiants d'ici, mais également des étudiants d'Afrique subsaharienne, du Sénégal, etc. Et on voit, c'est l'intérêt du numérique, c'est le partage et l'accès de plus en plus facile. Et ceci va se développer également, bien sûr, on parlera tout à l'heure des MOOC, mais ce n'est qu'un des aspects du développement actuel. C'est pas seulement... nous, on a commencé par travailler à l'accès aux ressources, c'est-à-dire aux leçons, hein, aux briques d'enseignement. Et notre objectif, c'était de construire, discipline par discipline, toutes les ressources depuis le début des études de santé jusqu'à la spécialisation la plus compliquée. Et dans tous les domaines, la cardiologie, la neurologie, etc., il y a 56 disciplines qui sont enseignées dans le cadre des études de santé pour la médecine. Pour l'odontologie, c'est encore d'autres domaines, il y en a de nombreux, et pour la pharmacie, on comprend qu'il y en a encore d'autres, etc. Et donc, tout ceci nécessite des efforts de beaucoup de monde, et ce qui est nouveau, c'est l'esprit de collaboration et de partage. Et on est un peu, on sort du concept qui est le plus souvent celui de l'édition classique, qui est de dire, quelque chose qui est édité est fermé, il appartient à celui qui l'achète. Donc c'est le copyright. Et on n'a pas le droit de copier d'ailleurs, puisque le copyright exclut a priori la diffusion, en dehors de ceux qui achètent. Donc l'idée que nous avions, nous, c'est université médicale virtuelle francophone, c'est d'abord l'accès libre et gratuit à tous ceux qui veulent se connecter sur le portail. Donc c'est déjà un énorme avantage du numérique, ouvert, libre et gratuit. Et ce processus, on le retrouve actuellement dans l'idée des MOOC, puisque quand vous avez dans MOOC, c'est Massive Open. Open, ça veut dire ouvert, gratuit. Online Courses. Donc des cours ouverts, gratuits pour tout le monde. Et c'est pour ça que ces MOOC, pourquoi on dit massif? Parce que il y a un collègue américain du MIT qui a dit « Je veux mettre mon cours de mécanique quantique en ligne », et je pense que c'est un savant un peu, dont les disciplines étaient peu diffusées, avec un petit nombre d'étudiants qui s'intéressent à ce thème. Il a mis son cours en ligne, il a eu 150 000 étudiants inscrits du monde entier. Et c'est pour ça que le mot « massif » est devenu, dans l'acronyme MOOC, hein, c'est devenu massif. Et alors l'esprit de dire, si on peut avoir un cours en ligne ouvert à tout le monde, à toute la Terre, aux étudiants en formation initiale, mais à vous, monsieur, en formation continue, ou simplement vous qui ne vous intéressez pas à la mécanique pour devenir quantique, pour en faire votre métier, mais ça vous intéresse intellectuellement, vous avez envie de vous cultiver, vous pouvez aussi apprendre l'architecture, le chinois, tout ce que vous voulez, et ça va devenir possible grâce à cette initiative des MOOC comme université numérique populaire en réseau. Alors c'est aussi l'avantage du MOOC, c'est le réseau, qui n'existait pas de manière aussi évidente qu'il est actuellement, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de Facebook, de Twitter, etc. Mais ces usages-là sont récents. Il y a à peine 2 ou 3 ans que Facebook est devenu explosif. Et que ça veut dire que les gens se connectent les uns avec les autres. Alors les gens qui s'intéressent par exemple à une discipline comme, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour enseigner de manière différente grâce au numérique l'anatomie humaine, eh bien les gens qui vont s'intéresser à ça vont se connecter les uns les autres et vous allez avoir des micro-communautés qui peuvent être comme des poupées russes. C'est-à-dire que vous avez un petit groupe qui s'intéresse à ça, et puis après un deuxième petit groupe, ça s'ouvre, et de plus en plus, et donc on va avoir donc des zones d'intérêt, de connexion, et dans les MOOC, il y a, si vous regarderez quand vous chercherez sur Google, vous cherchez MOOCs, et vous allez chercher, il y a 6 MOOC. Les 6 MOOC, c'est les MOOC collectifs. Ça veut dire que des gens se connectent ensemble pour partager un intérêt pour quelque chose. Et ils ne sont pas dirigés par quelqu'un. Il y a l'émission d'un cours,
Mais après, vous vous débrouillez. Vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas guidé. Vous n'êtes pas tutoré. Donc c'est la caractéristique de ces MOOC collectifs. Mais alors, comme on est à l'académie, à l'université, les professeurs comme moi disent « Coco, c'est bien, hein, mais tu peux t'intéresser à ça, mais c'est pas pour autant que tu vas tout comprendre. » Et qu'il y a des choses qui vont peut-être être difficiles. Parce que la mécanique quantique, ça quand même, parfois, ça exige un peu de temps, c'est compliqué, il faut travailler. C'est ce que j'explique souvent aussi à mes étudiants, même si vous avez la chirurgie en ligne, pour devenir un bon chirurgien, il va falloir que vous bossiez, hein. Ça ne va pas venir tout seul. Hein. C'est pas magique, le numérique. Il faut continuer à réfléchir, à travailler. Donc, il faut des guides. Un étudiant, il a besoin d'un guide. Parce qu'il est jeune, il a besoin d'être conduit. Et là, on retrouve la notion du magister, du maître, du patron. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, en salle d'opération, je suis le patron. Et je ne veux pas qu'on ne fasse pas quelque chose que je ne veux pas. Parce que c'est comme ça, c'est la règle, c'est moi qui impose. J'impose parce que j'ai raison, parce que je sais. Pas par autoritarisme, mais parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut suivre bien, il faut avoir une orientation et l'art de prendre la décision. Et bien voilà, c'est comme ça que le processus se met en route avec un autre type de MOOC, parce qu'on m'a demandé de parler des MOOC, c'est pour ça que je développe. C'est les MOOC académiques qui s'appellent XMOOC. Et donc les XMOOC, c'est autre chose que les 6 MOOC, c'est des MOOC coordonnés par des leaders universitaires qui en même temps mettent en place des systèmes d'interaction avec les étudiants, de tuteurs, qui vont permettre d'avoir des conseils. Vous allez avoir des exercices à faire, vous pouvez vous inscrire, on va vous donner des exercices à faire, des tests, et puis progressivement, si vous vous plantez au test, le tuteur va vous dire peut-être tu n'as pas très bien compris quelque chose, il faut réfléchir, revenir derrière, essayer de mieux comprendre, etc. Et donc c'est le travail qu'on fait habituellement avec un enseignant qui vous dit non, non, tu as fait une erreur, t'as mauvais, tu as une mauvaise note. Donc il faut réfléchir pour avoir la meilleure note possible. Et on retravaille dessus. Et à ce moment-là, donc, vous avez un enseignant en ligne qui vous apprend comme on le ferait face à face. Donc c'est l'avantage de ce système du XMOOC. Et alors, après, il y a maintenant un grand nombre de variations possibles. On conserve le mot de MOOC, mais la notion de massivité, hein, de nombre très important d'étudiants, peut être très variable, parce que ça peut être 300 étudiants, ça peut être massif pour un sujet très pointu, et ça peut être 3000, 5000, 100 000. Voilà. Mais j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que je voulais vous montrer, mais on peut peut-être revenir derrière. Une petite vidéo rapide. Alors. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien, toi. Quoi? C'est un prof d'anatomie de l'université de Lyon. T'inquiète pas, on va te faire l'anatomie. Montrer que l'anatomie, on peut l'apprendre très différemment que dans un livre. Avec t'expliquer. Construire une image mentale. C'est quoi la colonne vertébrale? C'est une colonne. C'est en même temps une construction qui va se faire. C'est un Lego avec des pièces différentes. Et il faut, pour construire, il faut déconstruire. Il faut avoir des éléments et briques. Je pense que nos collègues en odontologie ont fait à peu près pareil. Donc c'est simplifier le complexe. Ça ne veut pas dire que c'est simple.
Alors ce cours d'anatomie 3D est en ligne sur YouTube, vous pouvez le trouver. Anatomie 3D, YouTube, vous pouvez le. Et en même temps, c'est à l'origine d'un MOOC qui va s'appeler Fovea, qui est ouvert à partir du mois de février. J'ai un deuxième film et je vais laisser parler mes autres orateurs. Mais vous voyez, le processus entre déconstruction numérique et formation qui va devenir un MOOC. Je vous remercie. Notre deuxième thème, la santé, diversification et spécialisation. Le monde dans lequel nous vivons a considérablement changé en une cinquantaine d'années. De nombreux éléments sont venus bouleverser la donne dans le domaine de la médecine. L'évolution de la technologie a fait faire aux diagnostics médicaux un bond en avant, pour n'en citer que quelques exemples. La numérisation du vivant, en particulier avec l'imagerie médicale, le décryptage du génome qui a ouvert les voies de la médecine prédictive, l'avènement d'Internet qui a permis une communication accélérée entre les individus et les bases de connaissances. Professeur Atmani, pourriez-vous nous parler des professions médicales avec ce qu'elles regroupent comme spécialité et en particulier, quel est l'impact du numérique? Comment se fait cette nouvelle approche vers le numérique? Merci beaucoup. Je remercie encore une fois la direction de cette école de nous avoir conviés à cette excellente manifestation, initiative vraiment très louée. En fait, concernant la médecine et l'enseignement médical, et avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord vous donner un petit aperçu de la formation pour un futur médecin généraliste. Bien entendu, il y a tout le volet théorique, ce qu'on appelle le savoir, qui bien sûr se passe à la faculté, dans l'enceinte facultaire, dans le terrain du savoir, de la connaissance, mais il y a aussi un volet très important, et qui est le volet en fait qui est visible à tout le monde, qui est visible aux patients, qui est visible aux enseignants, qui est visible aux praticiens, aux collègues et tout, qui est le volet pratique, le savoir-faire, c'est-à-dire le terrain de stage, la façon de faire. Alors bien entendu, tout le volet théorique, on peut très bien approcher la compréhension du numérique là-dessus, mais il y a le volet pratique qui est tout aussi important parce que demain, ce futur médecin est devant un patient, il n'est pas devant un modèle numérique, non, il est devant un patient. Ce patient-là, il a un sentiment, il a des affections, il faut bien entendu lui parler avec respect et bien sûr lui faire expliquer beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que le numérique, dans l'enseignement médical, n'est pas resté, comment dirais-je, figé uniquement en connaissance, mais il a envahi les deux volets, le volet théorique et le volet pratique. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, bien sûr, les nouvelles technologies ont envahi le domaine de la santé, non pas uniquement dans le domaine du diagnostic, de la thérapeutique, mais je ne sais pas si vous le savez ou pas, donc maintenant, dans le domaine de la santé, il y a carrément une spécialisation, une spécialité médicale dont les médecins font cette spécialité, qui est l'informatique médicale. Donc, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être un informaticien médical dans ma formation en tant que médecin, mais l'informatique médicale est devenue, depuis juillet 2008, et c'est une spécialité reconnue par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment une avancée dans notre pays, parce qu'on est l'un des premiers pays de l'Afrique du Nord à avoir cette spécialité en tant que telle. Dans les autres pays, notamment arabophones,
il y a un master, il n'y a pas de spécialité. Donc c'est pour vous dire que l'ampleur des nouvelles technologies, ce ne sont pas du tout uniquement des outils qui sont utilisés à un certain moment, mais c'est devenu carrément au cœur même du métier. Et donc là, on va pas en finir si on commence à parler un peu des applications de l'informatique médicale dans le domaine. Alors, mais je reviens, pour ne pas trop dévier un peu du sujet, et pour vous dire en fait que dans le terrain, par exemple, dans tout ce qui est théorique, ce qu'a présenté le professeur Benhamoud justement sur la manière d'enseigner, bien sûr, c'est vraiment, les étudiants d'aujourd'hui ont une chance vraiment extraordinaire. Parce que nous, quand on a étudié, par exemple, ne serait-ce que la physiologie cardiaque, etc., il fallait suivre ça sur des papiers, on ne comprenait pas. Maintenant, vous avez carrément le cœur, tout le cœur est simulé. Toutes les actions biochimiques sont simulées. Vous les voyez. Vous voyez le sodium et le potassium. Je veux dire, vous avez une simulation, vous avez une compréhension extraordinaire des phénomènes physiologiques, anatomiques dans le monde de la santé. Par contre, dans le volet pratique maintenant, je pense que l'innovation actuellement devant la massification, on en parlait hier d'ailleurs, au niveau des terrains de stage, je pense que nous avons aussi une avancée aussi importante. En tout cas, dans la faculté de médecine de Casablanca, on aura, Inch'Allah, l'honneur d'ouvrir prochainement le centre de simulation médicale, le premier centre au niveau du Maroc, centre de simulation médicale, où nos étudiants pourront venir, par exemple, faire des simulations sur mannequins, faire, par exemple, une fibroscopie, alors qu'ils n'ont pas du tout l'occasion, par exemple, de le faire dans le terrain de stage. Donc, grossièrement, on va y revenir tout à l'heure pour en parler un peu des spécificités, mais je voudrais aussi donner la parole à mes collègues, comme ça je n'aurai pas le monopole de la parole. Oui, professeur Amin, médecine dentaire présente également un grand nombre de spécialités. Y a-t-il un enseignement numérique à la faculté de médecine dentaire? À mon tour de remercier le groupe Elbilia de m'avoir convié à représenter la faculté au sein donc, de cette journée qui est dédiée au numérique en universitaire. Donc en odontologie, moi je ne pensais pas vraiment qu'on allait parler que du numérique, mais de parler de ce qui pourrait peut-être intéresser les étudiants de manière générale, leur faire un petit peu regarder l'odontologie de manière différente, de leur faire aimer éventuellement le métier, voir un autre aspect de la dentisterie. Vous amener peut-être à faire ce choix qu'est la dentisterie. Donc c'est un très beau métier qui peut être enseigné, on l'a vu, de différentes manières, donc de manière académique et qui jusqu'à aujourd'hui, de par le monde, est encore enseigné de manière académique, c'est-à-dire dans les facultés, et que le numérique, pour moi, va apporter donc un complément, on va dire, à la formation, va entraîner donc tout ce qui est ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui peut exister dans le monde. Mais il ne faut pas omettre que ce sont des métiers qui sont pratiques. Et comme l'a dit le professeur Ahmeni, en médecine de manière générale, et en odontologie de manière particulière, il y a des gestes à apprendre et que c'est ces gestes-là qu'il va falloir mettre en pratique, il va falloir reproduire. Et à moins d'avoir des simulateurs, comme on l'a dit, on n'est pas encore à l'ère où on va se passer complètement de l'université, où on va se passer de cours, de TP, etc. Donc, j'interviens même si c'est peut-être pour dire qu'il faut quand même faire attention et que le numérique c'est bien, mais le présentiel reste très très important et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être au tournant de votre vie, vous allez peut-être choisir un métier de la santé. Il faut savoir qu'il faut être impliqué, il faut être là, présent, pour pouvoir apprendre ces gestes et pouvoir les pratiquer et avoir une relation avec votre patient et pouvoir les mettre en place. Donc plusieurs spécialités en odontologie qui vont avoir chacun un débouché différent, mais toujours est-il qu'on traite la cavité buccale et que dans notre faculté, on a mis en place une plateforme où notre université, donc à la faculté de médecine dentaire, de médecine en général, on a une plateforme numérique où on a des cours qui sont mis en ligne, mais ça reste vraiment au stade du début. On a juste des cours qui sont en ligne, des exercices, des petites choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment les cours principaux, ce n'est pas les TP principaux. Il y a le numérique qui est là, mais encore à son stade du début.
on va revenir à la médecine telle qu'on la connaissait depuis toujours. Professeur Chakib, vous pourriez peut-être nous brosser un tableau de toutes un petit peu les spécialités médicales qui existent. Comment est-ce qu'on peut déboucher sur une telle ou telle spécialité à partir des études de médecine des 7 premières années? Merci. Je tiens tout d'abord à remercier bien sûr le comité d'organisation de m'avoir demandé de me joindre à ce panel d'experts pour aider les jeunes à choisir une carrière, une spécialité. Je voudrais, avant parler de quelque chose de très simple, moi je vais vérifier par la suite si le traitement marche. Alors pour poser un diagnostic, c'est très simple. Vous devriez être, soit que vous êtes un médecin généraliste, soit un médecin spécialiste du cœur, cardiologue, gastro-entérologue, pneumologue du poumon, hémato, etc., etc., de comprendre à partir du symptôme qu'on va dire le malade, qu'est-ce qu'il a comme maladie. Donc vous allez faire un double travail. Un travail de collecte de l'information, le malade va vous dire les symptômes, et un travail de synthèse. Alors, le travail de collecte de l'information, bien sûr, c'est le médecin qui doit le faire. L'ordinateur, il peut aussi le faire en simulation, et on n'est pas encore arrivé au niveau d'un stade extraordinaire de collecte. Deuxièmement, la synthèse. La synthèse, bien sûr, ça suppose qu'il y a un raisonnement derrière. Le raisonnement, il est basé sur des connaissances que vous allez acquérir au cours des études médicales. Et les connaissances, ils partent de connaissances de base. C'est un corps humain qui est devant vous. Donc le corps humain, il est constitué de parties. Ce que M. Benamou, il a appelé l'anatomie. Il y a un cœur, il y a un squelette, il y a un truc, etc. L'anatomie, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est en 3 dimensions. Nous, ce qu'on voit, c'est une image. Moi, ce que j'ai étudié, c'est unidimensionnel. Maintenant, c'est plus facile parce que c'est en 3 dimensions. Donc ça veut dire que l'ordinateur, le numérique, va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a pour un cœur à l'intérieur, à droite, en haut, en bas. Ça, c'est extraordinaire. Donc ça, en d'autres termes, dans l'apprentissage de l'anatomie ou du fonctionnement, la physiologie, ou de la maladie et la pathologie, l'ordinateur est capable, le numérique en général, le numérique est capable de vous faciliter l'apprentissage. Alors ça, c'est la première partie. Alors la deuxième partie, quand vous avez appris l'anatomie, la physiologie, etc., les médicaments, tout le bazar, vous allez être confronté à la première difficulté à laquelle ont été confrontés tous les étudiants ou tous les médecins. La médecine, c'est un domaine qui est très vaste, c'est énorme. On vous demande d'apprendre 10 000, 15 000 médicaments, avec leurs effets secondaires, avec les interactions, ça veut dire est-ce qu'il peut aller avec le premier médicament, est-ce qu'il va aller avec le deuxième, avec le troisième, etc. Et là, votre mémoire, bien sûr, vous allez l'hypertrophier, parce qu'il faut avoir une mémoire de base qui est relativement hypertrophiée pour faire médecine. Si vous n'arrivez pas à prendre des pages et des pages, vous ne pouvez pas faire médecine. Mais là, le numérique, il vous aide aussi, parce qu'il y a des bases de données. Dans les bases de données, vous prenez votre iPhone, vous mettez Vidal, vous mettez notre base de données, vous dites oui, mettez le premier médicament, le deuxième médicament, il n'y a pas d'interaction, vous les donnez tous les deux. Donc vous voyez, le numérique, il vous aide premièrement dans l'apprentissage de la médecine, et vous aide quand vous êtes devant le médecin, parce qu'il vous permet de dire je peux donner 2 médicaments sans courir de risque, et vous aide aussi au niveau de ce qu'on appelle nous la formation médicale continue. C'est quoi la formation médicale continue? C'est que la médecine évolue plus vite que l'évolution, si vous voulez, d'autres spécialités. En d'autres termes, vous allez avoir une date de péremption des connaissances. Ce n'est pas le cas maintenant. On vous a appris le théorème de Pythagore, on vous a appris d'autres notions en sciences, en physique, etc. Ils seront toujours valables. Quand vous allez entrer en première année de médecine, on vous apprend des choses, en deuxième année plutôt. Mais quand vous sortez à la 7e année, on vous dit attention, ce qu'on vous a appris en deuxième année n'est plus valable. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai intégré la fac de médecine, on m'a appris des hépatites non A, non B. Et quand je suis sorti, on m'a dit non, ça ne s'appelle pas non A, non B, ça s'appelle C. C'est plus non A, non B, c'est C, puis après il y a la D, il y a la E, la G, etc., etc. Ça évolue tellement rapidement que vous êtes obligé de suivre. Alors vous allez courir tout le temps.
Pour courir tout le temps, il faut chercher l'information. Chercher l'information, vous avez Internet. Encore faut-il choisir l'information, c'est important, parce que c'est ce qui est important. Donc nous, ce qu'on apprend aux étudiants en médecine, c'est de choisir correctement l'information, c'est très important. Et là aussi, ça vous permet, la numérique, il vous permet deux choses. Premièrement, choisir l'information. Deuxièmement, avoir des réponses quand vous êtes bloqué. Ce que vous disiez, M. Benamou, tout à l'heure. Moi, je suis à Casablanca, j'ai un problème au niveau d'un diagnostic, je peux envoyer mon malade en France, aux États-Unis, en Suède, mais je n'ai pas de visa. Parce que je suis africain, je n'ai pas le droit d'avoir un visa. Mon malade n'a pas le droit d'avoir un visa, ou parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, par contre, je peux envoyer son dossier, parce qu'il a tout bêtement, n'a pas d'argent. Hein. Je peux envoyer son dossier, et il y a d'autres médecins de l'autre côté qui peuvent m'aider, qui peuvent me dire, au vu de ce que vous nous dites, voilà, nous on pense à telle ou telle chose. Il y a mieux que ça. On peut même vous aider, on peut même nous aider. Moi, je ne suis pas chirurgien, moi, je m'occupe des microbes, des bactéries, des virus, donc c'est un autre problème. Donc, on peut nous aider, ça veut dire qu'un chirurgien, il peut aider un chirurgien des États-Unis ou de la France, ce Benamou, des chirurgiens vasculaires, peut aider un médecin africain parce qu'il y a une connexion Internet et peut lui dire voilà ce qu'il faut faire, voilà, il faut couper à ce niveau-là, il faut suturer à ce niveau-là. Donc, vous voyez, le domaine est très vaste. Mais l'essentiel, c'est de ne pas oublier que c'est l'être humain qui est à la base de la médecine. C'est-à-dire que vous allez faire un effort. Et le numérique n'est là que pour vous faciliter un petit peu la vie. C'est important. Alors maintenant, par rapport aux spécialités, en deux mots, parce que là, je crois que j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer les trucs de base. Pour les spécialités, c'est quoi les spécialités? Les spécialités, c'est que on est passé en médecine, du point de vue historique, d'un raisonnement qui était magique, c'est-à-dire qu'on disait que la maladie, ça vient des choses, ça vient des astres, ça vient des trucs, etc. À fur et à mesure que les choses sont développées, on s'est dit, oui, c'est avec le corps, et le corps, donc, il faut un sage pour traiter le corps, hakim. Puis après, on s'est dit, ah, c'est compliqué parce qu'un médecin généraliste ne peut pas se savoir. Donc, il faut qu'il y ait un spécialiste pour chaque organe. Et le spécialiste pour chaque organe, c'est très simple. Vous connaissez, vous avez vu en sciences de vie et de la santé, SVT, donc vous avez vu le cœur, le poumon, les os, le muscle. Alors il y a un spécialiste pour chaque partie. Il y a un cardiologue, un gastro-entérologue, un rhumatologue, etc., etc. Alors comment il faut faire? C'est très simple. Il faut partir toujours, et ça c'est élémentaire dans le raisonnement d'un être humain, partir du général au spécifique. Faire de la médecine générale, puis après faire de la médecine spécialisée. Si vous ne faites pas de la médecine générale, vous ne pouvez pas aller dans la spécialité. C'est impossible. Donc on commence par des études de médecine générale. C'est malheureusement très lent. On espère qu'avec les numériques, on va les raccourcir un petit peu. C'est pas sûr, mais bon, peut-être. C'est 7 ans. Et puis après, c'est 4 ans à 5 ans pour la spécialisation. Puis après, vous êtes spécialiste. Maintenant, comment choisir la spécialité? Je crois qu'on va rediscuter ça après. Ça dépend. Quand vous allez être en train de vous former auprès des médecins, vous allez peut-être aimer une spécialité. Pour quelle raison? Parce que soit qu'il y a par mimétisme, parce qu'un enseignant vous a plu, soit parce que la spécialité est très intéressante, parce qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup de choses, parce que c'est une spécialité de renommée, il y a quelqu'un qui enlève des cœurs et qui met des cœurs à la place, bon, c'est extraordinaire, c'est la transplantation cardiaque, donc c'est impeccable, donc ça impressionne les gens, mais c'est de la chirurgie comme les autres chirurgies, soit que ça apporte de l'argent. Il ne faut pas honte de le dire. Moi je dis toujours dans les réunions avec les étudiants qu'il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent une spécialité parce que ça apporte plus d'argent que d'autres spécialités. Il n'y a pas de mal à gagner sa vie. L'essentiel c'est d'être honnête. Merci. Merci, professeur. Professeur Atmani, concernant, vous représentez également les études de pharmacie. Donc le parcours, vous pouvez nous en dire un petit peu une idée du parcours? Oui, pharmacien. Est-ce que ça commence toujours en 3e année ou est-ce qu'il faut... D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le savez, la faculté de médecine de Casablanca vient aura la première promotion de pharmaciens l'année prochaine. Ils sont en 4e année cette année.
Alors les pharmaciens, il y a une réforme des études médicales et pharmaceutiques qui est en cours et qui est prévue pour septembre prochain. Et c'est carrément maintenant, ce ne sont plus les pharmaciens qui vont rentrer à partir du 2, mais c'est à partir de la première année. Donc il y a la réforme va dans ce sens. Donc va dans ce sens pour que puissent les étudiants directement aborder la pharmacie à partir de la première année. Sinon, ça se faisait comment auparavant? Alors auparavant, c'était 2 années en fac de sciences, le DEUG, en fait, les 2 années, et après ils passent un concours, le concours d'accès, parmi les meilleurs bien entendu, qui sont retenus, et après ils sont au bout de 4 ans, ils sont pharmaciens. Alors l'orientation au niveau de la faculté de médecine Casablanca que je représente, c'est une orientation beaucoup plus d'industrie que d'officine. Vous savez très bien que maintenant, tout le monde peut se poser la question en disant mais pourquoi autant de pharmaciens? On a des pharmaciens qui viennent de l'Europe de l'Est, etc. Alors là, c'est l'orientation beaucoup plus industrie et on en a fort besoin dans notre pays. Voilà. Pour les de santé, professeur Amine, comment savoir si on est fait pour une profession telle que chirurgien-dentiste? Quel est le profil qu'il faut avoir, que devrait posséder un étudiant pour entamer ses cours et ses études? Alors, cette question de profil revient très très souvent. On a tendance à penser que, comme c'est des métiers manuels, on a besoin de profils particuliers. Moi, je rassure tout le monde peut être chirurgien-dentiste, à condition d'être sérieux, d'être motivé, de vouloir apprendre et d'être surtout persévérant, puisque c'est des gestes, donc il va falloir avoir un raisonnement clinique et par la suite, ce raisonnement que vous allez acquérir en théorie, essayer de le mettre en pratique. Et petit à petit, on acquiert les gestes pour essayer de devenir le plus performant possible. Et l'adage qui dit que en forgeant, on devient forgeron, s'applique tout à fait au métier manuel. Donc plus on travaille, plus on a de l'expérience, donc plus on est persévérant dans ce qu'on fait, on apprendra donc à être médecin et de plus en plus performant à être chirurgien dentiste de manière générale. Donc il est question justement avec la réforme des médecines, des métiers de la médecine de manière générale, métiers de la santé, l'odontologie, d'introduire des moyens de sélection des étudiants qui vont vers tout ce qui est manuel. C'est une réflexion qui a été faite mais qui n'a pas été approuvée par tout le monde, dans la mesure où aujourd'hui on pense que la dextérité manuelle s'apprend. Donc il suffit juste de vouloir être médecin dentiste et d'apprendre. Donc à ce moment-là on apprendra. Je tiens aujourd'hui en tant qu'enseignante donc à la faculté à rassurer les étudiants, à leur dire qu'on est là et qu'on arrive à accompagner les étudiants. Et quand moi je suis rentrée à la faculté, on me disait si vous ne saviez pas sculpter, vous n'arriverez pas à être chirurgien dentiste, alors que c'est pas vrai. On apprend petit à petit, on est là en tant qu'accompagnateur pour vous amener à maîtriser votre métier et par la suite à être performant. Et bien entendu après il restera toujours des petites disparités entre étudiants en fonction bien sûr de l'aptitude de chacun à mettre en pratique ce qu'il a appris et de pouvoir le travailler. Mais tout de suite donc je rassure, tout le monde peut être chirurgien dentiste. Je crois qu'il est très important aussi de dire, parce que là, on est en train de conseiller des jeunes, et on va sur des profils de formation, bien sûr, c'est des formations, mais sur un avenir des jeunes. Il y a des choses qu'on ne doit pas avoir pour devenir médecin. Qu'est-ce qu'on vous demande avant de devenir médecin ou quand vous allez être médecin? C'est être en contact avec un être humain qui est malade. Dans le malade, il y a deux choses. Il y a la souffrance. Si vous n'acceptez pas la souffrance, il y a des gens qui acceptent moins la souffrance que d'autres. Si vous n'acceptez pas l'angoisse de l'autre, il faut faire très attention avant de choisir médecine. Moi, j'avais un directeur de thèse, j'avais fait une thèse en pédagogie médicale, j'avais un directeur de thèse qui m'a poursuivi pendant 3 ans pour que je devienne psychiatre, parce que lui était psychiatre. J'ai refusé parce que j'ai jamais accepté l'angoisse de l'autre, l'angoisse du malade mental, pas du malade, mais du malade mental. Et j'ai bien fait parce qu'après je me suis rendu compte que c'était vrai.
Donc la personne qui a peur de la maladie, qui a une peur bleue de la maladie, la personne qui a par exemple un comportement plutôt compulsif, ou la personne qui se lave 40 fois les mains, etc., qui a peur des microbes, qui a des trucs, on lui conseille de faire médecine. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous allez être en contact avec un malade où il y a des risques, parce que c'est un malade qui peut vous contaminer. Moi je parle maintenant en infectiologue. Et tous les étudiants en médecine, on doit les vacciner par le vaccin contre l'hépatite virale B à la première année de médecine. Alors il y a des maladies qui contre-indiquent le vaccin. Ça, il faut le savoir. Donc il faut discuter avec votre médecin de famille pour savoir est-ce que vous allez pouvoir être vacciné ou pas. Par exemple, en France, si vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite virale B, vous n'avez pas le droit de vous inscrire dans une faculté de médecine. Moi, je suis en train de lutter depuis 15 ans pour appliquer la même chose au Maroc. Bon, je n'en ai pas encore arrivé, mais on conseille quand même aux gens de faire attention à cet aspect de la chose. C'est très important. Alors maintenant, par la suite, quand vous allez choisir votre spécialité, là aussi, il faut faire très attention aux spécialités que vous allez choisir. Parce que toutes les spécialités ne sont pas, si vous voulez, ne sont pas, si vous voulez, faciles à choisir en fonction de votre capacité physique, capacité mentale, etc. etc. C'est très important. Sur le plan de la motivation pour des jeunes d'entrer dans la carrière médicale, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut vous faire non seulement à l'idée de la maladie, mais à l'idée de la mort. Et que si vous n'intégrez pas que l'être humain a une durée de vie limitée, et que vous allez devoir affronter un certain nombre de perspectives qui sont très dures, très difficiles à admettre, par exemple la mort des enfants, les maladies infantiles, la réanimation prolongée, un tas de problèmes très compliqués de décision, de maintien ou non de la vie des gens qui sont en réanimation, tous ces problèmes qui sont à la fois moraux, éthiques, d'avoir une capacité d'empathie, de comprendre ce que ressent l'autre. Si ça ne vous intéresse pas, si vous êtes branché sur les plaisirs rapides, etc., il vaut mieux pas faire de la médecine, parce que là, vous allez avoir une vie au contact de choses qui sont quand même, c'est la souffrance, la douleur, la maladie, la mort. Donc voilà, c'est ça la médecine. Donc avec des moyens d'agir contre, et ça vous donne en même temps, c'est enthousiasmant. Alors il y a l'inverse, c'est-à-dire toute cette problématique doit être susceptible de